Vous avez probablement jamais entendu parler de lui, mais l'auteur du livre qu'on va aborder aujourd'hui est une star dans son domaine. Incapable de se faire à l'idée de devoir travailler pour quelqu'un toute sa vie, ce geek ne voyait qu'une seule façon de mener sa vie. Devenir entrepreneur en créant sa boîte et devenir un auteur en écrivant un livre. Il a créé une multinationale, aujourd'hui cotée au Nasdaq à 1,7 milliard de dollars. Si vous avez un jour regardé une paire de chaussures sur venteprivée.com ou un jeu vidéo sur lafnac.com et retrouvé une pub pour ce produit ou un autre qui pourrait vous plaire sur un blog, lemonde.fr ou n'importe quel autre site, c'est sa technologie qui a rendu ça possible, bien avant les Américains. C'est Jean-Baptiste Rudel et il nous raconte son histoire dans son livre « On m'avait dit que c'était impossible ». 30 octobre 2013, Times Square à New York. C'est le grand jour pour Jean-Baptiste Rudel. Après avoir passé 3 semaines à faire le tour des États-Unis pour convaincre les investisseurs de croire en sa boîte et de permettre une belle valorisation en bourse, le jour de l'IPO est arrivé. Pour tout entrepreneur dans la tech, c'est la consécration ultime. Le moment où vous pouvez enfin vous dire « j'ai réussi ». Mais c'était pas écrit d'avance pour lui. Rien ne le promettait un bel avenir d'entrepreneur. Né d'une mère intellectuelle passionnée d'histoire et d'un père artiste, le chemin tracé pour lui était de faire de longues études et se trouver un travail stable. Il n'avait en plus pas le profil de l'entrepreneur extraverti que rien n'arrête, mais plutôt celui du joueur d'échecs passionné d'informatique et pas très sociable. Après un court passage dans les rangs d'une grande entreprise qui l'a bien rassuré sur le fait que c'était pas fait pour lui et qui lui a permis de mettre un peu d'argent de côté, il a pu, en 1995, réaliser son rêve de devenir entrepreneur. Mais il lui a pas fallu longtemps pour réaliser qu'on ne devient pas entrepreneur en 2 jours en choisissant la première idée qui lui passait par la tête. Ça a été un désastre total. Son entreprise, Callback, qui devait permettre de payer moins cher ses communications téléphoniques de l'étranger, a tenu moins de 6 mois et a coûté une petite fortune à son père et à son frère qui l'avaient aidé à se lancer. Et ça l'a fait retourner directement à la case salariat. Mais comme tout bon entrepreneur, cet échec n'a fait que remettre de l'essence dans son moteur et 3 ans plus tard, il était prêt à repartir. Cette fois, sa boîte s'appelait Kiwi. Si vous avez déjà téléchargé une sonnerie Mission Impossible ou Star Wars sur votre Nokia 3310, ça venait probablement de lui. Grâce à l'expérience qu'il avait accumulée avec son premier échec, il a pu, en moins de 4 ans, générer un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros, un résultat à l'équilibre et une 50aine d'employés. Ça lui a permis en 2004 de revendre son affaire et de devenir déjà multimillionnaire. C'était donc naturellement le moment d'écrire son livre. Pourquoi votre avocat ne peut plus payer de babysitter ? Un livre sur les inégalités qui fut un échec aussi complet que sa première entreprise. Mais au moins, il l'avait écrit, ce qui, à 35 ans, lui a permis d'avoir déjà accompli tous ses objectifs de vie. Quand on arrive à un point où on a atteint tous ses objectifs et qu'on a toute la vie devant soi, la question qui se pose c'est « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ?» Ça oblige à se poser les bonnes questions et à identifier ce qui nous passionne vraiment. Pour Jean-Baptiste Rudel, c'était la création d'entreprise. Il avait acquis une expérience énorme avec son passé de serial entrepreneur et il voulait voir jusqu'où il était capable d'emmener une 3e entreprise. Il a réalisé une chose, c'est que quand on apprend ce qui a causé nos échecs et ce qui a permis nos succès, on devient inarrêtable. Bien sûr, on va continuer à se planter et on peut avoir à repartir de zéro, mais cette expérience nous permettra toujours de repartir et de recréer quelque chose de grand. L'histoire de Criteo commence en 2005. Après avoir vendu Kiwi l'année précédente, Rudel a pris le temps de se reposer et passer beaucoup de temps dans les vidéoclubs à louer des DVD. Il a réalisé que, souvent, il se laissait séduire par la jaquette d'un DVD et regrettait d'avoir perdu son temps à regarder le film. À force d'y penser, il s'est dit « Pourquoi pas créer un outil qui permette de rassembler un groupe de cinéphiles qui auraient les mêmes goûts que lui ?» Il pourrait en fait créer un algorithme qui se serve des avis des gens qui auraient les mêmes goûts pour proposer des films qui pourraient leur plaire, dans le même style que ce que faisait déjà Amazon à la fin des années 90 pour recommander des livres. Mais il était tout seul. Et s'il y a bien une chose que lui ont appris ses expériences précédentes, c'est qu'on ne peut pas aller loin quand on est seul. On a besoin d'autres personnes qui apportent des compétences complémentaires. Et c'est exactement ce que lui ont apporté Franck et Romain, ces 2 cofondateurs qui bossaient sur la même idée et qu'il a rencontrés par un concours de circonstances. Ils étaient jeunes, pleins d'énergie, ils avaient tous les 2 travaillé 6 ans à la recherche et au développement chez Microsoft aux États-Unis, alors que Rudel avait une expérience de serial entrepreneur et une capacité à mobiliser des investisseurs hors du commun, qui manquait fondamentalement à Franck et Romain. Il nous explique ensuite que, à ce stade-là, la plupart des startups n'osent pas ouvrir leur capital de peur de perdre le contrôle de leur entreprise. Ils font donc appel aux banques et se financent par la dette. Comme on l'a vu dans la vidéo L'art de la victoire, une entreprise a 2 options pour financer sa croissance. Ouvrir son capital en vendant des parts à des investisseurs, des fonds d'investissement le plus souvent, les VC comme ils les appellent, ou ils peuvent solliciter un prêt auprès d'une banque.
L'avantage de cette option, c'est que vous gardez le contrôle de votre entreprise, parce que vous ne vendez pas de parts. Mais le problème, c'est que 1. Vous limitez largement votre potentiel de croissance parce que les prêts des banques sont limités, et 2. Parce que vous devez en général vous porter caution personnellement sur chaque euro emprunté, ce qui limite d'autant plus le montant des prêts. Quand un investisseur investit dans votre entreprise, il injecte de l'argent en rachetant une partie de vos parts car il a confiance en votre projet. Il pourrait tout perdre, mais il sait que si ça marche, il pourrait beaucoup gagner. C'est pour ça qu'on appelle ça le capital risque. Rudel nous dit que ce capital risque est de loin la meilleure option, car les investisseurs ne cherchent pas à interférer dans les décisions de l'équipe dirigeante. Bien sûr, plus vous levez de fonds, plus vous êtes dilué. Si vous vendez des parts à plusieurs investisseurs, vous pouvez vous retrouver à la fin avec 5% du capital. Mais à terme, votre entreprise peut valoir des millions ou des milliards d'euros. Mieux vaut une toute petite part d'un énorme gâteau que le plus gros morceau d'un biscuit minuscule. Je pense que si votre but est de créer un empire qui génère beaucoup d'argent et qui croît très vite, c'est la meilleure approche à suivre. Par contre, vous devez savoir qu'à long terme, votre pouvoir de décision va forcément diminuer, et les enjeux des actionnaires vont forcément interférer avec votre vision. On le voit aujourd'hui avec Facebook. Je pense que si ça tenait qu'à Mark Zuckerberg, il n'y aurait pas autant de pubs sur la plateforme. Mais les investisseurs ont beaucoup investi et imposent petit à petit de la monétiser. Au début, c'était des pubs sur le côté. Maintenant, des pubs au début des vidéos, puis des pubs qui interrompent la vidéo pendant le visionnage, sans parler de l'algorithme qui favorise de plus en plus les contenus sponsorisés. C'est une démarche qui a pour but de donner aux investisseurs un retour sur leur investissement et qui a forcément un impact négatif sur l'expérience des utilisateurs sur la plateforme. Il faut donc toujours essayer de trouver un équilibre entre les opportunités de croissance qu'offre l'ouverture du capital et les contraintes qu'elle génère. Pour Criteo, il n'y avait pas de doute pour Rudel. Dans un environnement aussi concurrentiel et qui évolue aussi vite que celui de la technologie, il faut beaucoup d'argent rapidement. Grâce à son expérience, il a pu facilement convaincre son premier investisseur. Mais ça s'est vite compliqué. Leur idée de base, qui consistait à recommander des films, n'a pas fonctionné. Mais c'est une autre leçon qu'il faut se mettre dans la tête quand on crée une entreprise. Si la première idée ne marche pas, vous pouvez toujours pivoter. C'est le thème du livre Lean Startup de Eric Ries que je résumerai aussi bientôt sur cette chaîne. Quand vous lancez un produit, soit ça prend et les clients l'achètent, soit ça ne prend pas, et au lieu de gagner de l'argent, vous gagnez quelque chose de presque aussi précieux. Des retours terrain avec de vrais clients. Ce qui permet souvent d'identifier un autre besoin, réel cette fois. C'est ce que Criteo a fait. Ils ont effectué ce qu'on appelle un pivot. Plutôt que de se dire « on va faire des mois d'études pour voir s'il a vraiment un besoin pour notre idée », en essayant de deviner la réponse du marché, ils ont simplement demandé au marché. Et le marché a répondu « on n'est pas intéressé », sous la forme d'un trafic inexistant sur leur site. Après plusieurs pivots, ils ont trouvé l'idée qui allait sceller le futur de Criteo. Ça allait être la publicité. Créer une plateforme qui permette de faire communiquer ceux qui voulaient acheter de la publicité avec ceux qui vendaient de l'espace publicitaire. Et pour ça, il a trouvé les deux entreprises parfaites. Price Minister, qui a accepté de confier à Criteo la responsabilité de placer des publicités pour recommander leurs produits sur la plateforme Skyblog, qui était encore très populaire à l'époque, en ciblant des personnes qui avaient déjà consulté ou acheté des produits similaires sur leur site. Imaginons que vous ayez acheté un appareil photo sur Price Minister, vous allez ensuite tomber sur une pub pour un trépied sur un Skyblog qui vous renverrait vers Price Minister. Ça a été le succès immédiat. Ils ont vite réalisé que, contrairement à la publicité traditionnelle, la publicité ciblée est extrêmement efficace. Après avoir conquis la France, il fallait rapidement s'exporter aux États-Unis pour établir leur entreprise à l'international et éviter de se faire éclipser par de potentiels concurrents américains. Le problème, c'est que, pour les Américains, et notamment ceux de la Silicon Valley, start-up et français sont deux mots incompatibles. On ne peut pas être français et réussir dans la technologie. Il a donc fallu une détermination sans limite de Criteo pour s'établir là-bas et obtenir suffisamment de légitimité pour d'abord recruter des talents et ensuite pouvoir obtenir des clients locaux. Mais Rudel savait que, une fois qu'il aurait convaincu un gros client de lui faire confiance, il aurait la crédibilité pour conquérir tout le marché. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, après plus de 2 ans de travail acharné, en convainquant Zappos, le plus gros site internet de vente de chaussures aux États-Unis, de travailler avec eux. Aujourd'hui, Criteo c'est plus de 2700 employés et des bureaux dans une quinzaine de pays. À l'heure où je fais cette vidéo, 3 ans après la publication de son livre en 2015, Criteo a rencontré de très gros problèmes, perdant plus de 50% de sa capitalisation boursière en 2 mois, après une mise à jour de Safari par Apple qui limite l'utilisation des cookies sur les sites. Leur business model s'est retrouvé largement fragilisé. Rudel n'était plus aux commandes de l'entreprise depuis 2 ans, mais il a été rappelé le mois dernier, et connaissant le personnage, il lui faudra du temps pour s'adapter et peut-être pivoter une nouvelle fois,
mais il saura redresser la barre et redonner un nouveau souffle à Criteo. Il nous partage aussi dans son livre les raisons pour lesquelles il est plein d'espoir pour les entrepreneurs français, et aussi pourquoi il est convaincu que les gens qui réussissent ont la responsabilité de s'acquitter de leurs impôts en France, et qu'il faut en finir avec l'obsession fiscale. Je vous invite donc à acheter ce livre pour découvrir tout ça. Je vous garantis que vous ne serez pas déçus, son histoire est fascinante et je suis convaincu que ça pourra vous aider à avancer et réussir vous aussi le projet de votre vie. Je vous souhaite une bonne journée, si ça vous a plu pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour voir les prochaines. À très bientôt.